Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Une loi de 1990 qui avait institué le multisyndicalisme a été instrumentée il y a quelques semaines par le régime qui y a trouvé une disposition qui tombait vraiment à pic. Les syndicats sont donc désormais tenus de fournir annuellement à l'administration des informations sur leur représentativité. Et ces statistiques servent de base au ministère du Travail pour apprécier qui est représentatif et qui ne l'est pas. Cette mesure surannée est littéralement tombée en désuétude n'était bien sûr qu'un prétexte pour le régime d'évacuer les syndicats les plus turbulents en ces temps d'effervescence sociale. C'est pourquoi qu'une grande majorité des 65 organisations syndicales a décidé de ne pas répondre à ces injonctions d'une administration qui venait de se réveiller après 27 ans de sieste. Seuls 17 parmi ces syndicats ont répondu aux injonctions du ministère du Travail. Et c'est ainsi que sur les 65 syndicats, seuls 17 ont été jugés représentatifs par d'obscurs fonctionnaires. Et quand je dis obscurs fonctionnaires, vous voyez un peu de qui je parle. Le reste des syndicats, 38 plus exactement, ont été cloués au pilori du temple. Et ils n'ont donc plus le droit de se dire représentants de travailleurs, ni de déposer des préavis de grève, ni d'interpeller les employeurs. Et le comble du comble est que parmi ces syndicats désormais interdits figurent les syndicats les plus représentatifs et les plus actifs du monde du travail algérien. C'est cela le cadeau d'anniversaire du régime pour la fête des travailleurs. Aujourd'hui. TV5 Monde, Algérie, colère syndicale après la publication d'une liste officielle d'organisations. Par AFP, le soir d'Algérie, célébration du 1er mai à l'heure des tensions sociales. Par Abla Shrif, Al-Watan, réforme du Code du travail, menace sur les acquis sociaux. Par Salimat Lemsani. 1er mai, une fête des troubles fêtes. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Et pour en parler, Iskandar Debbache, défenseur des droits de l'homme. Merci Iskandar d'être de notre. C'est moi qui vous remercie, Djamal. Merci. Qaddour Chouicha avec nous depuis Oran, coordinateur national du CES. Nabil Verguennis, membre du Conseil national du SATEF depuis l'Algérie aussi. Maziane Mariane, président du SNAPES depuis l'Algérie aussi au téléphone. Amina Fedjer, médecin résident en pédiatrie au CHU d'Oran. Merci à Qaddour Chouicha, Nabil Verguennis, Maziane Mariane et Amina Fedjer d'être des nôtres. Iskandar Debbache. Avant de commencer, nous allons regarder deux petites scènes, j'allais dire. Une de Sidi Saïd, le Rani Ant Tarif, l'exubérant Sidi Saïd. L'exubérant Sidi Saïd. Il va nous parler. Et puis, c'est le secrétaire général du plus grand syndicat des travailleurs, qui a malheureusement très mal tourné, qui est devenu un syndicat de garde chiourme au service exclusif du régime depuis très longtemps d'ailleurs, pas d'hier. Et puis, nous allons écouter M. Ould Qaddour, le PDG de Sonatrach, oui, qui va nous parler. Vous allez, je ne vous en dis pas plus. Sidi Saïd, pour commencer. نحيو الاقتصاد الوطني هو المفتاح تاع البروغري سوسيال هو المفتاح تاع الامبلوا هو المفتاح تاع البوفوار داشا حطوها في راسكم مدينة الجيريا حشك مدينة الجيريا ها ما نحشمش بالصباط تاع بلادي ما نلبسش صباط تاع إبسان
لي الشرف أن نسلم لفخامة الرئيس la motion spéciale d'Akoum pour le 5e mandat. Alors, Sidi Saïd, d'abord, ما يلبسش الصباط تاع إيف سان لوران. يلبس قال ما نحشمش الصباط تاع بلادي حاشاكم. On sait pas si c'est حاشاكم على بلادي ولا على الصباط. الله يسعدك. Voilà. Et puis, motion spéciale pour le 5e mandat, syndicat qui décide d'envoyer Bouteflika un 5e mandat, de le renvoyer au charbon, comme on dit. Et puis maintenant, nous allons écouter Outkhdou, le PDG de Sonatrach, qui va nous parler, il va nous faire découvrir que les Algériens sont une société très évoluée, y compris qui est Hammam. Il va nous expliquer comment qui est Hammam peut parler de choses très compliquées. Écoutez-le. Il m'a posé la question, mais comment vous sentez l'adhésion des gens, comment vous sentez l'adhésion du personnel, des Algériens dehors? Alors, je vais vous raconter quelque chose d'extraordinaire. Avant-hier, j'étais au Hammam. Voilà. Donc, au Hammam, il y avait le Kies qui a l'habitude de faire le Kies. Et puis, à un certain moment, je parle sérieusement, à un certain moment, il me dit Abdou, comment ça va avec ExxonMobil? Ah! Et je vous assure qu'on ne peut pas trouver meilleur outil de mesure de l'intégration de la population, comment elle s'y met, comment elle voit le truc. Le bonhomme qui est, il me demande ExxonMobil, comment ça va avec eux? Je disais, je ne connais pas ExxonMobil, il m'a dit Eni. Je vous assure que c'est quelque chose d'important. Alors, qui est Hammam, qui appelle le PDG de Sonatrach par son petit nom, hein, Abdou. Voilà. Il reste qui est malgré tout. Et qui parle d'ExxonMobil. Et qui parle d'Eni. Ce qu'il ne nous a pas dit, monsieur, c'est une histoire vraie. Hein. C'est une histoire de Tayabat al-Hammam. Voilà, mais ce qu'il ne nous a pas dit, monsieur le PDG de Sonatrach, c'est vrai qu'il part au Hammam. Et c'est vrai qu'il y a ce qui est dans le Hammam. Ce qu'il ne nous a pas dit, c'est que ce Hammam appartient à un oligarque du régime, à Hedra. C'est un Hammam dont on paye l'abonnement à 40 millions par an. 40 millions de centimes par an. Et qu'effectivement, le Kies, il doit avoir un doctorat ou je ne sais pas quoi. Pourquoi? Parce qu'il touche 3 à 4 millions de centimes par jour de pourboire. Oui. Mais sinon, scandale. Au sujet du 1er mai, fête des travailleurs, qu'est-ce que vous pourriez nous dire par les temps qui courent? J'ai l'impression, enfin, voir la dernière réaction de Sidi Saïd, j'ai l'impression que c'est une fuite en avant. Il y a eu la grève des enseignants et plus acharné que ça, il y a eu la grève des médecins résidents. Et les médecins résidents, bon, le pouvoir a tenté d'inverser la vapeur en disant oui, il y a eu aussi des policiers ont été blessés, etc. On ne peut pas accuser un médecin de violence. Il y a une expression qui est très significative chez nous à Alger qui dit « Makachoun tahkam ». Il n'a pas de prise. Le pouvoir n'a pas trouvé de prise contre les médecins résidents. Et c'est là qu'il a paniqué un peu. Oui. Il a paniqué. Et là, on voit sa réaction. Sa réaction immédiate, c'est la fuite en avant. C'est de la fuite en avant. C'est-à-dire c'est une mesure qu'il a prise, mais alors complètement irréfléchie. Oui. Complètement irréfléchie parce qu'on a l'impression qu'il cherche à se justifier. Bon, il peut essayer de se justifier par la représentativité, etc. Bouteflika a essayé avant lui, à la création même, justement, à la création même des syndicats, notamment des syndicats d'enseignants. Je me souviens, autant que je me souviens, je crois que c'était en 2002 ou en 2003, il a essayé de les interdire, de les réprimer. Et il reçoit en retour, une mise en garde depuis le Bureau international du travail à Genève. Le BIT. Depuis le BIT, mais aussi de l'Union internationale des syndicats. Et là, ça n'allait plus.
Oui. Et là, franchement, ça n'allait plus parce que ce sont des mises en garde qui pèsent très très lourd dans leurs relations internationales, notamment avec que ce soit avec les États. Parce que c'est pas l'OIT, l'Organisation internationale du travail? Entre autres, il y a l'Organisation internationale du travail, mais aussi l'Union syndicale internationale. D'accord. Ouais. Et là, justement, ça pèse lourd un peu, surtout dans leurs relations avec les pays d'Europe. Parce que là, vous savez, le droit syndical fait partie des valeurs républicaines qui sont très très chères aux pays d'Europe occidentale. Et là, ça ne marche plus. C'est-à-dire que une sorte de grain de sable qui a coincé la machine. Qui a coincé un peu qui a coincé la machine, qui continue maintenant à coincer la machine, parce que maintenant, j'imagine que ça ne va pas s'arrêter là. Et justement, nous avons avec nous Amina Fedjer, médecin résident en pédiatrie au CHU d'Oran, qui ne peut pas rester longtemps avec nous, restera avec nous un peu au début de cette émission. Amina Fedjer, merci d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Merci à vous. Merci. Alors, Amina Fedjer, finalement, d'abord, votre mouvement, où est-ce que vous en êtes? Nous sommes à l'étape extrême, on va dire. C'est-à-dire, nous avons arrêté le service minimum, à savoir l'activité de la gare. Et ça a commencé? Ça a commencé? Ça a commencé officiellement le 29 avril 2018. Mais ça n'a pas posé problème, cette réquisition dont avait parlé votre ministre? Il devait vous réquisitionner par la force si vous refusiez d'assumer ces gardes. Pour la petite blague très réelle, les parents de résidents à Alger ont reçu des messages des hôpitaux disant voilà, ce soir on réquisitionne votre enfant pour assurer sa garde. Donc drôle de réquisition. Et drôle de façon de réquisitionner les gens. Oui. Mais en fait, ce qui a été fait, c'est que le ministre, un autre, Monsieur Louh, a répondu clairement et efficacement au ministre de la Santé, disant c'est des résidents, c'est-à-dire des médecins en cours de formation. On ne peut réquisitionner un médecin qui est en cours de formation et qui n'est pas encore diplômé. Du coup, et votre ministre, des assistants. Votre ministre Hasbellaoui, à ce point, il n'est pas au fait de choses aussi élémentaires avec ses conseillers. Ils ne lui ont pas expliqué qu'on ne peut pas faire réquisitionner des médecins qui sont encore en cursus universitaire? Eh bien, j'ai appris, c'est-à-dire sans ignorance avec vous, hein, et honnêtement, je reste stupéfaite, moi et mes confrères, devant son ignorance, en fait. Mais aujourd'hui, le CAMRA, c'est ça, l'organisme qui s'occupe de votre représentativité s'appelle le CAMRA. C'est ça. Alors, parlez-nous un peu de cette représentativité, de cet organisme qui vous représente. Est-ce qu'il est légal? Est-ce qu'il a été autorisé? Est-ce qu'il a été retenu cette fois-ci par rapport à cette loi de 1990? En fait, on n'a pas droit à un syndicat. Et on a déclaré notre grève illégale. Et notre CAMRA illégale. Mais bizarrement, on le déclare illégitime et illégal, et pourtant on négocie avec lui. Donc là, il faudrait choisir son camp finalement. Et quel est le statut des médecins résidents et le statut des médecins spécialistes? Donc, comme je vous l'ai dit, pour le statut du résident, on n'a pas le droit au syndicat. Et le pire, c'est qu'on ne respecte même pas les lois transcrites. Par exemple, nous avons un statut bien défini, qui a été défini dans le journal officiel de la République algérienne, c'était le numéro 38, le 6-7-2011, pardon. Et à savoir, son chapitre 3, par exemple, on parle de garde, de participation à l'activité de garde. Or, dans le terrain, on ne participe pas à l'activité de la garde, on gère nous-mêmes les gardes. En général, il y a il y a des services qui fonctionnent autrement, mais dans la majorité des cas, le résident est confronté seul durant sa garde. Et l'assistant gère sa garde, s'il la gère par téléphone. On va nulle part qu'en Algérie. Mais est-ce que c'est légal, légal qu'un médecin résident
puisse gérer tout seul sa garde sans la présence du médecin spécialiste ou du médecin chef? C'est illégal. Et dans notre statut, on définit qu'on participe à l'activité de la garde. On ne la gère pas tout seul. Ah, en théorie, dans le registre, vous signalez que vous participez seulement. Mais dans les faits, c'est vous qui l'assumez. Exactement. Dans la majorité des cas, je ne parle pas de cas bien définis. C'est-à-dire, il y a des services qui respectent les lois, mais en majorité, ce n'est pas respecté du tout. Et puis, dans son article 16, on nous doit le transport. Or, on ne nous a jamais assuré le transport durant la garde. On nous doit une prestation de restauration, ça n'a jamais été fait, ou dans de très très rares cas, l'habillement, c'est-à-dire la blouse blanche, le stéthoscope, etc., on ne nous a jamais délivré ça. Parfois, on nous délivre. Moi, on m'a donné une blouse, je fais du 36, on m'a donné une blouse taille 56. Donc, il faut voir. Et puis, si je parle dans la globalité, on conditionne, c'est-à-dire pour l'accomplissement de notre travail, l'hygiène, la sécurité et tout le matériel. Or, ce n'est que du pipou, c'est du mytho. On nous ment et on nous manipule. Toutes les lois dans le statut du résident sont violées, toutes sans exception. Amina Fedjer, vous avez demandé à ce qu'on vous libère assez tôt parce que vous aviez une garde à assurer. Mais est-ce que vous n'avez pas décidé de ne plus assurer les gardes? Moi, dans l'ensemble, pour être honnête avec vous, vu que je suis résidente en pédiatrie, un nourrisson ne parle pas. Et un jeune enfant ne parle pas, il ne peut pas dire où il a mal. Donc, même si on a réquisitionné des généralistes, je reste présente en cas d'urgence. Merci Amina Fedjer, au plaisir de vous retrouver. Bon courage. Merci à vous. Merci. Alors, Kaddour Chouicha, vous êtes coordinateur national du CES. Le CES, c'est le syndicat des enseignants du supérieur solidaire. Merci d'être avec nous, Kaddour. Salam alaikum, merci de m'avoir invité. Merci. Et le bonjour à tous vos téléspectateurs et téléspectatrices. Merci. Kaddour Chouicha, d'abord, cette histoire de loi de 1990 qu'ils ont déterrée après 27 ans de sieste, où ils ont trouvé une disposition où ils demandent aux syndicats de fournir certaines informations s'ils veulent être reconnus comme représentatifs. Est-ce que vous pourriez nous en toucher deux mots? Bien plus que deux mots. Oui. En fait, ça a été appliqué un certain temps. Donc, on demandait aux syndicats de donner le nombre d'adhérents ainsi que le montant des cotisations. Mais l'UGTA, je crois qu'elle avait déposé ça une seule fois. Puis c'est le pouvoir lui-même, les autorités, qui ne demandaient plus ça, puisqu'ils ne voulaient plus parler de la question de la représentativité, puisqu'ils avaient décidé que l'UGTA reste le seul représentant des travailleurs en Algérie, quels que soient les chiffres, quel que soit le nombre. Maintenant, puisqu'il y a une campagne, mais c'est une campagne, faut pas penser que c'est juste quelque chose qui est venu comme ça, c'est une campagne qui est lancée contre les syndicats et contre le droit de grève. Pourquoi? Parce que justement, depuis longtemps qu'on a déposé des plaintes au niveau du Bureau international du travail, et notamment en juin 2017, quand la commission des normes du Bureau international du travail avait décidé d'envoyer une mission de contact en Algérie, cette mission devait venir. L'Algérie a d'abord refusé, puis a consenti, et après avoir été informés de l'agenda de la commission, ils avaient refusé. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils avaient permis à la mission de contacter tout le monde, sauf les organisations syndicales plaignantes. Alors que c'est pour eux que cette mission était venue. Donc finalement, la mission a décidé, les membres de la mission ont décidé de ne pas venir. Mais en plus, cette année, le ministre du Travail, le nouveau ministre du Travail, je pense que malgré les cours accélérés qu'on lui a donnés sur le syndicalisme, il n'a pas saisi beaucoup de choses. Il s'est permis d'ajouter sur les critères qui étaient demandés, il s'est permis d'ajouter les noms et prénoms de tous les adhérents,
ainsi que le numéro d'affiliation à la sécurité sociale. Alors que ça n'existe pas dans la réglementation algérienne. Mais comme maintenant, c'est l'impunité totale... Pardon. Oui. Alors, dans le décret en question, c'est un décret, cette loi de 1992, un décret ou une loi? Il y a même des circulaires d'application qui expliquent cela. Mais lui peut avoir la prérogative de prendre une circulaire d'application. Est-ce qu'il peut rajouter ces dispositions qui sont contenues dans les dispositions réglementaires? Ça veut dire le décret. Est-ce qu'il a le droit de le faire? Non, ce n'est pas lui d'abord qui le fait, c'est l'Assemblée populaire nationale. Puisque c'est une loi, il y a une loi qui existe, il ne peut pas, lui, changer la loi. Ni changer, ni rajouter, ni retrancher. Oui. Mais en plus, le fait de fournir des noms a été interdit par le Bureau international du travail. Et nous, on avait donné cet exemple entre des syndicats de Madagascar et le BIT. Et le BIT avait dit au gouvernement au Madagascar de ne pas demander les noms et prénoms, puisque cela permettait de faire des pressions sur des individus. Donc, il ne fallait pas le demander. D'accord. Donc ça ne doit pas exister. Mais en plus, cette fois-ci, il avait ajouté le numéro d'affiliation à la sécurité sociale. Et je voudrais vous ajouter une chose. C'est des fois, monsieur Jameldine, je vous aime bien, mais des fois, vous me paraissez un peu innocent. Dites-moi. Parce que, est-ce que vous croyez vraiment que la liste des syndicats qui sont déclarés représentatifs, vous croyez vraiment que ces syndicats ont formulé la liste, les noms, les prénoms et les numéros d'affiliation à la sécurité sociale? C'est strictement impossible. D'accord. Donc, le ministère est en train de jouer au juge et partie. Donc, d'après vous, ces syndicats qui ont été agréés, en quelque sorte, jugés représentatifs, donc c'est des syndicats des copains ou Je vous donne un exemple très clair. Parmi eux, il y a des syndicats qui s'étaient réunis avec la ministre de l'Éducation et qui avaient pris position contre la grève du CNAPEST. Comment voulez-vous qu'on ne donne pas un petit plus à ce type de syndicat jaune? Syndicat jaune. Hein. Je rappelle que jaune, c'est le petit nom donné aux briseurs de grève. Je vous donne un deuxième exemple. Oui. Le deuxième exemple qui a été déclaré représentatif, c'est le SNAPAP, mais c'est le SNAPAP cloné. C'est-à-dire celui qui a à sa tête un retraité qui était député et qui est retraité de députation. C'est pas le SNAPAP où il y a Rachid Maalaoui. Non, c'est le SNAPAP cloné. D'accord. Donc c'est pourquoi il faut faire attention à ce que disent tous nos ministres, pas simplement le ministre du Travail, mais tous les ministres. Nous sommes dans le règne de l'impunité totale. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Les journalistes reprennent cela sans essayer de comprendre ou bien de fouiller un peu la question. Mais Khaddour Chouicha, je vous rassure sur un point. Je suis peut-être innocent, mais pas à ce point-là. Moi, je n'ai jamais cru que les partis qui ont été agréés par le ministre du Travail étaient réellement représentatifs. Rassurez-vous. Restez avec nous, Khaddour Chouicha. Meziane Marran, merci d'être avec nous. Meziane Marianne, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, sur le même sujet, ce sujet qui fait polémique aujourd'hui, qui a soulevé l'ire, la colère des syndicats vraiment représentatifs, qu'est-ce que vous pourriez nous dire, Meziane Marran? Merci. Vous savez, sur 65 syndicats agréés, il y a 30 syndicats qui ont remis leurs statistiques. Et le ministère du Travail a fait un tri pour éliminer ce qu'il a envie d'éliminer, c'est-à-dire il a pris 17, soi-disant, ils ont répondu à toutes les dispositions posées par le ministère du Travail, mais en réalité, je rejoins mon camarade Chouicha, je défie de nous dire qu'ils ont ramassé les dates de naissance, le numéro de la sécurité sociale de chaque syndiqué en un laps de temps. Nous, on a remis nos statistiques parmi nos camarades qui sont à 13.
Conformément à la circulaire, la 009, qu'est-ce qu'elle dit? Le nombre d'adhérents par wilaya, puis le nombre total national et le total aussi des cotisations. On nous a demandé, je répète ce qu'a bien précisé M. Chouissa, la date de naissance, le numéro de la sécurité sociale de chaque adhérent. Lorsque vous avez des milliers d'adhérents, impossible de satisfaire... Est-ce que ce n'est pas... Pardon, M. Meren, est-ce que pour dire les choses par leur nom, est-ce que ce n'est pas une opération de flicage? C'est une opération pour démontrer, peut-être au BITOIT et les instances internationales, justifier en quelque sorte notre exclusion lors des négociations de branche, dire qu'ils ne sont pas représentatifs. Toujours dans ce sillage, le taux de syndicalisation en Algérie ne dépasse pas 15%. Je vous cite une comparaison, en France, il ne dépasse pas 13%. On suppose que tous les syndiqués sont de l'UGTA, celle-ci ne possède pas 20%, les statistiques proviennent d'eux, le taux de syndicalisation n'arrive pas à 20%. Le pourcentage des syndiqués de l'UGTA est calculé par rapport à tous les ouvriers et ouvrières algériennes, que ce soit le secteur public et privé. Donc, il ne faut pas se leurrer de dire que l'UGTA est plus représentatif que les autres. Ils ont fait le tri, les 17 syndicats les sont mis de côté soi-disant représentatifs, et on a des preuves que parmi ces 17 syndicats soi-disant qui ont remis en fonction de dispositions présentées, ils n'ont pas remis le numéro de leur sécurité sociale comme proposé, comme indiqué par eux. Donc ils ont voulu nous éliminer, comme l'histoire de La Fontaine, le loup et l'agneau. Si on veut vous manger, eh bien, je vais le manger, c'est-à-dire quelles que soient les circonstances. Est-ce que vous avez recouru à de quelconques actions juridiques devant des instances prévues pour cet effet? Bien auparavant, à propos de cette liberté syndicale, on a déposé à propos de toutes les entraves qu'on a vécues, on a envoyé une plainte au Bureau international du travail. Donc, c'est suite à ça qu'on a voulu nous réprimer, soi-disant, pour avoir demandé nos droits aux instances internationales. On organise des journées d'études concernant la représentativité. Une aujourd'hui aussi, on l'a organisée. Et c'est suite à tout ça que je suis en train de vous donner toutes ces données. Mais moi, je dirais, il arrivera un jour avec une anarchie qui risque de s'installer dans le monde du travail. En excluant les syndicats représentatifs, ils ne trouveront pas avec qui négocier. Lorsque les ouvriers, des milliers d'ouvriers, vont se soulever sans avoir un bureau représentatif avec qui négocier, il risque d'y avoir cette anarchie. Et c'est ce qui fait penser, si vous le permettez, aujourd'hui c'est le 132e anniversaire de la mort d'un syndicaliste guillotiné en Amérique le 1er mai 1886. Un jour viendra où notre silence sera plus puissant que nos voix que vous étranglez aujourd'hui. Est-ce que ce régime n'aurait pas fait exprès, en quelque sorte, pour aboutir à ce que vous venez de dire? Ça veut dire qu'au lieu qu'il y ait des actions concertées, organisées, ralliées autour de syndicats organisés qui ont des mots d'ordre, des revendications claires, est-ce que le régime ne veut pas plutôt inciter à l'anarchie, à la violence? Maintenant, comme on dit, à qui va profiter le crime? Est-ce que c'est dans leur intérêt d'arriver à une anarchie éventuelle ou bien essayer d'avoir une stabilité? La problématique réside là, c'est-à-dire dans les objectifs recherchés par une telle mesure. Restez avec nous, M. Meren, je reviens à vous dans un moment. Nabil Ferguenis, toujours sur le même sujet de cette histoire du ministère du Travail qui aurait donc décidé de faire une rallonge aux informations demandées par cette loi de 1990 qui a rajouté les noms, prénoms des adhérents, numéro de sécurité sociale, ce qui est un peu le fait du prince, puisqu'il n'a pas le droit, le ministre du Travail, de décider comme ça, de s'immiscer dans des dispositions réglementaires qui ont été
prévue par le législateur. Nabil Ferguenis. Bonsoir Jamal. Bonsoir. Bonsoir à votre invité, chers spectateurs et spectatrices. Merci. Et merci aussi à Monsieur Bonfait, aussi aux travailleurs pour ce 1er mai, à Monsieur Mziane Mariane, à Monsieur Rouid Chouicha, la jeune médecine résidente. Voilà. Aujourd'hui, alors le ministre a exigé 20% pour les syndicats. Déjà, je pose la question à ce ministère. Déjà, on va revenir un peu en arrière. D'après les dernières déclarations de Sidi Saïd, il a dit que le JTA a 1,9 million d'adhérents. Ça, c'est les dires de Sidi Saïd. Le directeur de la CNAS a déclaré que l'Algérie a 12 millions de salariés. Alors, si on fait vraiment un peu de statistiques, le JTA n'a même pas les 20%. Alors, c'est pas la peine de débattre sur ce sujet. C'est des intimidations. Nous, en tant que syndicalistes, on ne croit pas à ces statistiques données par ce gouvernement. Déjà, ce gouvernement, il n'a même pas les 20% de suffrage des électeurs algériens. Alors, pourquoi demander aux autres d'avoir les 20%? En plus, avec ces mesures-là, en quelques laps de temps, l'UJTA, le SNAPAT cloné de Fulfoul et quelques syndicats qui tournent les pouces au niveau du ministère et tout ça. Alors, en laps de temps, ils ont arrivé vraiment à donner les 20%, le nombre d'adhérents, plus le numéro de la sécurité sociale. Tout ça, c'est une comédie organisée par ce gouvernement et ce ministère. Mais vous, qu'est-ce que vous comptez faire au juste? Puisque vous dites avoir les preuves que ce n'est pas vrai, que ce sont des chiffres trafiqués, que ces syndicats qui ont été agréés ne sont pas aussi représentatifs que le dit le ministère du Travail, qu'en plus, ce ministre s'est permis donc de prendre des décisions qu'il n'a pas le droit de prendre. Qu'est-ce que vous comptez entreprendre? Aujourd'hui, l'unité des travailleurs et des syndicats en Algérie est vraiment, la convergence est possible et devient aujourd'hui impérative même. C'est la voie de l'unité et de la convergence des luttes démocratiques antilibérales et anti-impérialistes. À l'occasion de ce 1er mai, et c'est l'occasion à tous les syndicalistes de s'unir et de laisser. Le problème maintenant en Algérie, c'est la guerre de leadership. C'est qui va gérer, c'est qui va être à la tête et tout ça. Alors nous, à la base, on doit laisser tout ça. Parce qu'on a devant nous un pouvoir, un gouvernement de plus en plus, il est strict avec les Algériens. Hier déjà, il a voté une loi de santé contre les Algériens. Alors tout ça, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, on doit mettre tout à la marge et on doit s'occuper vraiment des problèmes des travailleurs et on va laisser ce problème de leadership. Et ça se passe partout, même dans les syndicats, dans les partis politiques. Depuis 62 à ce jour, le problème de leadership existe toujours en Algérie. On doit aujourd'hui s'unir et unifier nos forces pour faire face à ce pouvoir. Mais plus concrètement, ça veut dire que vous comptez, ces syndicats qui n'ont pas été validés, j'allais dire, vous comptez vous unir, faire front, peut-être constituer une seule force pour apporter une réponse vraiment coordonnée, unie? Oui. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment le choix. Les syndicalistes aujourd'hui doivent s'unir et doivent vraiment faire face à ce pouvoir, comme j'ai dit déjà. Alors, pour imposer ce pouvoir, il a essayé maintes reprises d'imposer la misère sociale aux travailleurs et aux masses populaires. Alors aujourd'hui, nous, on ne doit pas se taire. On doit toujours continuer à lutter. Et à lutter, c'est la seule... c'est la lutte, c'est la lutte qui paye vraiment. Alors nous, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, il y a des confédérations qui vont être créées et les syndicalistes algériens aujourd'hui doivent faire face. Et vraiment, on a, surtout avec ce 5e mandat qui se prépare et tout ça, alors ce pouvoir est le seul vraiment qui peut faire face à ce pouvoir, c'est les syndicats et pas les partis, parce qu'en Tunisie, c'est les syndicalistes qui ont fait chasser Ben Ali du pouvoir. Restez avec nous, Nabil Ferguenis. D'un côté, des partis politiques dits de l'opposition qui n'arrivent pas
à s'unir, alors que des faux partis qui ne sont pas représentatifs sont considérés comme les premiers du pays, FLNRND. De l'autre, je vais vous donner la parole. De l'autre côté, des syndicats qui ne sont vraiment pas représentatifs, tout le monde le sait. JTA est un syndicat en carton-pâte. Oui. Et les vrais syndicats représentatifs qui sont dans la rue aujourd'hui, qui portent très fort une vraie contestation sociale et socio-professionnelle, ceux-là ne sont même pas reconnus comme étant représentatifs. Mais ça fait partie, Djamel, cela fait partie de l'arsenal des bonnes idées du pouvoir. C'est-à-dire, il trie entre les bons élèves, c'est-à-dire c'est les plus obéissants, et puis il y a les autres qui sont moins obéissants et qui réclament un peu leurs droits. C'est sa manière de trier. Il se trouve que les moins obéissants sont les plus brillants. Sont les plus brillants, les plus obéissants sont les cancres, mais c'est eux qui sont dans les tables de devant. Absolument. Mais là où je voudrais réagir, parce que là, ça me révolte, et je suis scandalisé par cette mesure, parce que pourquoi qu'est en train de faire le pouvoir en ce moment? Il cherche à instituer, ou même à imposer, un devoir de délation. Oui. Un devoir de délation pour les organisations syndicales, c'est-à-dire elles sont obligées. Vous savez à qui ça me fait penser? Un dictateur arabe, il y a dans un pays du Moyen-Orient, dont vous avez certainement entendu parler, qui s'appelait Abdelkarim Qassim. Avant Saddam Hussein. Avant Saddam Hussein. Oui. Et qui avait tenté d'organiser des élections, c'est-à-dire pour conforter un peu son pouvoir. Et il avait exigé que les votants notent leur nom et leur adresse sur le bulletin de vote. C'est exactement on dit qu'il était atteint de schizophrénie, je crois. Absolument, oui, absolument. Oui, alors et il avait imposé, c'est-à-dire imposé une loi qui disait que les électeurs devaient noter leur nom et leur prénom et leur adresse, éventuellement le numéro de téléphone, peut-être, sur le dos du bulletin de vote, et des cases étaient prévues pour ça. Ouais. Voilà à quoi ça me fait penser. Et maintenant, c'est le cas avec la communication de ces listes où on doit mettre, alors que la loi ne l'a pas prévu, on doit mettre le nom, le prénom de l'affilié, de l'adhérent, plus son numéro de carte sécurité sociale. Mais c'est même interdit par la loi, Djamel, parce que c'est interdit, c'est-à-dire c'est interdit par les conventions internationales. C'est exactement comme pour, par exemple, comme si on imposait, par exemple, à un pays d'accueil de donner la liste les noms des réfugiés qu'il accueille dans son pays. C'est une hérésie. Ce serait de la délation. Ouais. Et l'Algérie, il faut noter aussi que l'Algérie est signataire des conventions internationales, de ces mêmes conventions. Elle les a bel et bien signées. Elle a signé beaucoup de choses, mais elle n'en respecte pas beaucoup. C'est pour ça qu'elle a signé, par exemple, des choses contre la torture. Elle a signé des choses contre les séquestrations. 47 fois par la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. Ça, ce n'est un secret pour personne. Mais est-ce que vous croyez qu'il est possible aujourd'hui? Les syndicalistes sont en train de nous dire qu'il est possible. Et nous allons demander justement à Dourchouissa tout à l'heure sur cette histoire de confédération. Mais vous, est-ce que vous croyez que les syndicalistes algériens, les vrais, comme ceux qui sont avec nous aujourd'hui, est-ce qu'ils sont capables de vraiment s'unir, de vraiment aller au charbon, d'oublier cette histoire de leadership, comme nous parlait Nabil Verguenir? Ils sont condamnés à s'unir, ils doivent s'unir. Moi, je vous cite, tout à l'heure nous avons parlé de l'Argentine, je vous cite un exemple. Je rappelle que vous avez beaucoup vécu en Argentine. 10 ans. 10 ans. Ouais. Et qu'on vous appelle le gaucho Mapuche. 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 Et vous savez, en Argentine, il y a deux grandes organisations syndicales qui ont fait tomber des régimes. Ils ont fait tomber le régime du général Videla et l'amiral Macena, enfin de grands dictateurs, des militaires qui ont tenu le pays dans un étau. Et vous savez, ils ont deux grandes centrales syndicales. Il y a la CGT, Confédération Générale de Trabajadores, et puis il y a la CTA, qui est la Confédération des travailleurs argentins. Et quand ils s'entendent, c'est-à-dire il leur suffit de prendre une décision pour paralyser tout le pays. Pratiquement paralyser tout le pays. C'est comme ça qu'ils ont réussi à faire tomber le président de la Rúa, qui a officié jusqu'en 2001, jusqu'à la fin de 2001, où pratiquement c'était la faillite du système, quoi. La faillite du système. D'ailleurs, le président de la Rúa avait fui du toit de la Casa Rosada, qui est le palais présidentiel. Il avait fui par hélicoptère.
alors qu'il a été normalement élu le plus légalement du monde. Donc, en Algérie, ils sont condamnés à s'unir. Et nous allons demander à Khaddour Chouicha. Khaddour Chouicha, il n'y a pas longtemps, vous étiez passé dans cette même émission, vous nous avez parlé de cette perspective de confédération qui n'allait pas tarder à voir le jour. Non, la confédération a été créée. Ah, d'accord. C'est l'Algérie qui refuse de l'enregistrer. Ah, d'accord. Mais la Confédération syndicale internationale l'a adoptée comme adhérente à part entière. Ça veut dire qu'elle est reconnue à l'international et elle n'est pas reconnue dans son propre pays. Elle est reconnue à l'international puisqu'elle fait partie de la Confédération syndicale internationale. D'accord. Mais sinon, aujourd'hui, face à cette attitude du régime qui cherche très visiblement à mettre de côté les syndicats vraiment représentatifs pour n'avoir que les syndicats à sa dévotion, les syndicats entre guillemets, qu'est-ce que vous comptez entreprendre de clair, qui soit vraiment efficient? Écoutez, nous, on continue sur notre lancée. Nous, on a toujours évolué dans un climat hostile. Les autorités ont toujours été avec nous avec le mode de répression le plus brutal. Et je pense que s'il y avait à un certain moment un problème d'union entre les syndicats, ce n'est pas simplement une question de leadership. C'est une question aussi de stratégie syndicale. Certains prônaient le travail avec les autorités comme quoi on pouvait aboutir au dialogue social, il y avait des perspectives. Et nous, on disait qu'il est impossible que ce pouvoir accepte le libre exercice du droit syndical. C'est pourquoi on y est allé carrément au niveau international, parce que nous considérons que l'Algérie fait partie de l'ONU et qu'à ce titre, il y a des engagements internationaux qu'elle doit appliquer. Donc il y a eu une fracture entre ceux qui nous soupçonnaient d'internationalisation de la question algérienne et nous qui l'assumions en disant nous ne faisons qu'utiliser nos droits. Et malheureusement, je le constate, nous avons eu raison, puisque ceux qui ont cru qu'il pouvait y avoir un dialogue social avec ce pouvoir, eh bien le pouvoir vient de leur dire non, moi je ne reconnais que ceux qui sont obéissants à 100%. Mais malgré cela, le conseil exécutif de la Ségata s'est réuni le 21 avril. Il avait d'abord décidé d'une marche le 3 avril à Béjaïa, donc il se fera le 3 à Béjaïa. Et il avait décidé, dans le cadre de l'Union, d'appeler toutes les autres organisations syndicales à venir se concerter pour trouver un moyen de faire en sorte que toutes nos forces soient regroupées, même si on ne le fait pas organiquement, mais que lorsqu'on bouge ensemble et qu'on ait le même but. Et pour terminer, je voudrais vous dire que le projet actuel en Algérie pour les autorités, c'est de rejoindre le projet égyptien. L'Égypte vient de mettre au point un nouveau code du travail qui serre la vis à toutes les organisations syndicales et qui fait qu'ils reviennent au statut de l'organisation syndicale à l'époque de l'ASDHU. Donc, ils veulent refaire la même chose en Algérie, revenir avec une centrale syndicale et quelques petits syndicats maison pour faire jouer la vitrine internationale. Restez avec nous, Khaddour Chouicha. Mziane Mariane, Mariane, finalement, concrètement, ça va être quoi votre réaction syndicale? Écoutez, tout d'abord, permettez-moi un peu de préciser que toutes ces dispositions émises par le ministère du Travail, et on a des preuves qu'elles ne sont pas conformes avec les dispositions contenues dans la Convention 87, ratifiée par notre pays en octobre déjà 1962. Donc le pouvoir central veut reconfigurer effectivement le champ syndical à partir d'en haut, en fonction de ses besoins et de sa vision, au lieu de le laisser faire à partir de la base ouvrière. Maintenant, en ce qui nous concerne, nous, les 12 syndicats qui se réunissent périodiquement, qu'on appelle intersyndical pour l'instant, on envisage
effectivement, de déposer le dossier d'agrément de cette confédération, peut-être à la fin du mois de mai ou bien début juin. Peut-être qu'il y aura encore certains refus, mais c'est une façon aussi de dire qu'il est goulou. Le misel, qu'on ne vient pas nous dire qu'on n'a pas essayé. Voilà. Le travail syndical, c'est un travail de longue haleine. Il ne se termine pas 1 année ou 2 ans. Et il est éternel, moi je dirais, pour que ceux qui veulent combattre syndicalement. Donc, continuer. Première étape, c'est le dépôt. Affirmer autant que centrale syndicale et passer à des actions de rue, comme on en a déjà fait le mois de mai passé 2017, où on a fait une marche dans la wilaya de Béjaïa. Auparavant, on en a fait une marche dans la wilaya de Tizi. Malheureusement, chaque tentative dans la capitale est réprimée. On se retrouve dans de différents commissariats. Mais moi, je dirais, le combat syndical et la lutte syndicale sur le terrain va continuer, advienne que pour. Restez avec nous, Mziane Mariane. Nabil Ferguenis, qu'on vient de le dire, Mziane Mariane, normalement, des luttes de ce type et de ce niveau et de cette importance ne devraient se tenir que dans la capitale, comme dans tous les pays du monde, quand il est question de lutte centrale, cruciale, ça se passe dans les capitales. Or, Alger vous est interdite. Qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que vous ne trouvez pas que l'action des médecins résidents qui ont donc osé affronter cet interdit est la seule réponse possible? Nabil Ferguenis? Oui. Face à ce rouleau compresseur néolibéral, les travailleurs et les masses populaires aujourd'hui résistent dans l'éducation, dans la santé, dans les transports, dans les communaux, l'administration publique, les universités et tout ça. Alors, ces luttes sociales populaires et paraissent restent insuffisantes pour faire reculer ce pouvoir. Alors, la convergence de ces luttes est capable d'imposer une autre politique au service des besoins sociaux des masses populaires. Cette convergence n'est pas seulement réaliste, elle devient aujourd'hui impérative. Alors, on doit converger nos forces. Mais Alger, Nabil Ferguenis, Alger, est-ce qu'Alger pourrait devenir un champ de protestation pour vous? Et est-ce que, contrairement à ce que vous avez dit tout à l'heure sur les partis politiques, est-ce que ceux-ci ne pourraient pas jouer un rôle à vos côtés? Je parle des vrais partis d'opposition, bien sûr. Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on lance un appel à toutes les forces vives de ce pays, des personnalités, des partis politiques, des syndicats autonomes et tout ça, de rejoindre ce mouvement de protestation, d'aider les grévistes et ceux qui luttent soit à l'éducation, soit dans la santé, tout ça, et de converger, surtout de marcher sur Alger, de faire des grandes manifestations. Parce qu'uniquement une seule wilaya en Algérie qui marche en ce moment, on va le dire clairement, c'est à Béjaïa. Aujourd'hui même, on a marché à Béjaïa, un appel de 3 syndicats, le SNAPAP, El Malawi et SATEF et le CLA, plus le parti des PST, le Parti socialiste des travailleurs, ainsi que la société civile et quelques députés. Aujourd'hui, ont marché à Béjaïa, ont battu le pavé sous la pluie et tout ça, mais on doit sortir de cette wilaya aussi, on doit aller ailleurs, on doit aller à Alger surtout, comme vous l'avez dit déjà, on doit marcher à la capitale, parce que quand la capitale bouge, c'est toute l'Algérie qui va bouger. Restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, il nous reste environ 1 minute et demie, Iskandar. Alger. Le régime sait très bien ce qu'il fait en interdisant les gens de marcher ou de manifester à Alger. Eh bien, ce sera le test. Ce sera le test pour l'action syndicale. Et ils sont condamnés à braver cet interdit. Vous savez, aujourd'hui, j'ai lu un article justement sur cette affaire de restrictions syndicales. C'est un article de l'AFP. C'est vous dire que les grands organes de presse mondiaux sont vraiment braqués sur l'Algérie. Mine de rien, hein, oui. Ils sont braqués sur l'Algérie. Ils attendent de voir ce qui va se passer. Oui.
voyez ce que je veux dire? Et là, les organisations syndicales sont condamnées à passer justement cette épreuve à Alger, à comme les médecins résidents. Mais le régime est décidé à ne laisser faire personne, pas Alger, parce qu'il sait que tout va se jouer à Alger. Ben, les médecins résidents l'ont bien oui, mais non, affronté à ils ont Alger. été empêchés. Ils ont été empêchés brutalement, très brutalement. Très brutalement empêchés, oui, ça je le sais. Mais ils sont quand même passés. Ils ont quand même perduré à Alger. À l'hôpital Mustafa. Ils n'ont pas vraiment pu marcher. Hein. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché. Il n'y a pas eu de prise contre eux. Parce que, bon, on ne peut pas. Bon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'État a essayé d'inverser la vapeur en disant qu'il y a eu des policiers blessés, etc. Oui. Mais en fait, bon, la réalité, c'est qu'on ne peut pas condamner un médecin de violence. Merci. Je rappelle seulement qu'en mai 68, en France, il y a eu le fameux mai 68. Ouais. Et je rappelle que ça a été à peu près 100 fois plus violent, plus dégradant, plus dévastateur qu'octobre 88 à Alger, que malgré ça, l'armée n'est pas intervenue et que la police n'a pas tiré sur la foule et qu'il y a eu quelques morts seulement. Est-ce que je peux rajouter quelque chose sur l'UGTA? Très vite. Je voudrais parler de l'UGTA, une organisation dont le rôle a été déterminant dans la guerre de libération. Abban Ramdan avait affilié cette organisation à l'Union internationale des syndicats libres, ce qui avait contribué à convaincre les républicains américains, c'est-à-dire dont justement le sénateur McCarthy qui a pris position pour l'indépendance de l'Algérie. Abban Ramdan l'a payé de sa vie. Parce qu'il y avait un fait justement qui s'est invité dans la guerre de libération, c'était à l'époque la confrontation Est-Ouest. Pourquoi? Parce que l'affiliation de l'UGTA à l'Union internationale des syndicats libres était une manière de montrer patte blanche et de dire voilà, nous ne sommes pas communistes. Et maintenant, quand je vois ce qu'elle est devenue, malheureusement, nous allons nous arrêter là, malheureusement. D'un clown. Nous avons dépassé notre temps, malheureusement. Merci Iskandar Debbash, merci Khadour Chouicha, merci Nabil Fergeniz, merci Mziane Marianne, merci Amina Fedjer. Merci à vous, chers amis, d'avoir suivi cette émission. Qala khair, salama.